Bienvenue dans les clés du monde sur Eden Télévision Diaspora FM. Quelques jours après avoir rejeté les points essentiels de l'ultimatum que lui ont adressé ses voisins saoudiens, émiratis et bahreïnis, sans oublier égyptiens, le Qatar a conclu en début de semaine, ce mardi 11 juillet 2017, pour être plus précis, avec les États-Unis d'Amérique, un accord de lutte contre le financement du terrorisme. On va ici peut-être vers la fin d'une crise inédite dans le Golfe Persique. Nous abordons le sujet avec James William Baguidi. Bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Benotin. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et auditeurs. Vous êtes le rédacteur en chef de Eden Télévision et spécialiste des questions internationales. D'abord, commencez déjà par nous rappeler les circonstances de l'avènement de cette crise. Alors, tranquillin, la crise qui se déroule encore aujourd'hui au Qatar, entre le Qatar et certains de ses voisins du Golfe Persique et qui montrent peut-être des signes d'arrivée en bout de course, a commencé en mai dernier. D'abord, il faut noter qu'il y a une rivalité historique entre le Qatar, le tout petit Qatar que nous allons voir tout à l'heure sur les cartes, et l'Arabie Saoudite, la géante Arabie Saoudite qui contrôle pratiquement la quasi-totalité du territoire de la région. Donc le petit Qatar et l'Arabie Saoudite sont des rivaux depuis bien longtemps. Et puis le 23 mai dernier, le 23 mai 2017, des propos tenus par l'émir du Qatar ont été jugés trop conciliants par les dirigeants saoudiens vis-à-vis des groupes qui sont considérés comme des groupes terroristes. Il s'agit entre autres des frères musulmans d'Égypte qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui sont pourchassés, qui sont arrêtés, voire jugés et condamnés même à mort par le gouvernement de Al-Sisi. Il y a également le Hezbollah libanais qui est un mouvement pro-iranien qui lutte d'ailleurs aux côtés de la Syrie dans le cadre de la guerre contre les adversaires du président Al-Assad. Et puis, il y a également le Hamas palestinien qui sont considérés, en tout cas, que l'émir du Qatar a jugé comme étant des mouvements de résistance. À partir de ce moment, quelques jours avant, il faut noter que c'est très important, le président américain Donald Trump, à l'occasion d'une tournée, s'est rendu en Arabie Saoudite où il a prononcé des mots plus ou moins durs vis-à-vis du Qatar. Il a demandé aux pays de la région de faire en sorte de pressuriser un peu le Qatar pour l'empêcher de continuer à soutenir le terrorisme. Voilà donc à l'occasion donc de ces propos tenus par l'émir du Qatar, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Le Qatar est d'abord exclu de toutes les alliances militaires auxquelles il participe avec ces pays-là, notamment au Yémen. On sait qu'il y a une crise militaire au Yémen. Nous en parlerons un de ces jours avec les détails nécessaires pour que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit au Yémen. Mais il y a donc la participation des Qataris à cette force militaire arabe qui intervient au Yémen. Le Qatar est exclu de cette force, rapatrie obligatoirement donc ses troupes, et puis il est mis au banc de la communauté internationale et un ultimatum lui est adressé. Plusieurs pays qui ne sont même pas directement concernés par le conflit, notamment des pays africains, eux aussi rompent leurs relations diplomatiques avec le Qatar et rappellent ainsi leurs ambassadeurs. Et qu'est-ce qui oppose le Qatar à ses voisins, les pays que vous venez de citer? Alors, fondamentalement, il y a la rivalité oppose surtout le Qatar à l'Arabie Saoudite. Et c'est l'Arabie Saoudite étant, je dirais, la première puissance musulmane mondiale. On sait très bien que c'est là-bas que se trouve la Mecque, là-bas que se trouve Médine. L'Arabie Saoudite est un pays extrêmement puissant, extrêmement riche aussi. L'Arabie Saoudite draine l'ensemble des peuples musulmans sunnites. Et donc, il y a cette rivalité qui se définit surtout avec cette Arabie Saoudite vis-à-vis du Qatar. Et ce qui oppose donc l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est d'abord une rivalité historique. Au départ, avant 1971, à l'année d'indépendance du Qatar, l'Arabie Saoudite a eu des velléités depuis 1920-1930 de prendre le territoire et de l'intégrer donc à son territoire. Les Qataris
ont fait de la résistance, ils s'y sont farouchement opposés. Et en fin de compte, en 1971, les Qataris obtiennent leur indépendance séparée donc de celle de l'Arabie Saoudite et donc deviennent un pays qui, avec les moyens économiques qui sont les siens, c'est-à-dire les champs gaziers et les champs pétroliers immenses qui se trouvent dans le Golfe Persique autour de leur territoire, vont avoir les moyens économiques de leur politique, de leur existence aux côtés d'un géant comme l'Arabie Saoudite. Et le Qatar va donc développer des relations économiques importantes un peu partout à travers le monde. Les deux pays vont développer donc parallèlement leur réseau. Vous voyez ces images, le Qatar, c'est un pays qui est très bien construit, qui possède des capacités économiques importantes, qui a même créé des îles artificielles. Vous savez également que le Qatar va organiser la Coupe du Monde de football en 2022, si je ne m'abuse, ou 2026, je ne sais plus trop. Oui, 2022, voilà. Cette attribution a fait l'objet de plusieurs polémiques, mais tout de même, ce qu'on peut retenir, c'est que le Qatar, de ce point de vue-là, a mis en œuvre une politique d'extension à l'extérieur qui déplaît à l'Arabie Saoudite, qui, de ce point de vue-là, a du mal à s'imposer véritablement comme la seule puissance hégémonique de la région. Il faut noter déjà qu'en face, toujours dans le Golfe Persique, en face, se trouve l'Iran, pays chiite, majoritairement chiite, puissant pays chiite en majorité, qui est opposé à l'Arabie Saoudite, naturellement l'Arabie Saoudite majoritairement sunnite, et le Qatar, qui est également un pays largement sunnite. Au lieu de soutenir l'Arabie Saoudite dans cette politique de rivalité vis-à-vis de l'Iran, le Qatar a développé des relations importantes, des relations diplomatiques, des relations économiques importantes avec l'Iran, ce qui ne fait qu'irriter davantage l'Arabie Saoudite. Il faut noter qu'en 2010-2011, quand les révolutions arabes ont commencé, les deux pays ont choisi de soutenir des camps différents. L'Arabie Saoudite a choisi de soutenir les régimes en place, comme le régime de l'ancien président égyptien Moubarak, comme le régime de l'ancien président tunisien Ben Ali et d'autres, comme celui de Muammar Kadhafi également. Mais par contre, en face, le Qatar a choisi, lui, d'apporter son soutien aux révolutionnaires et plus précisément aux mouvements salafistes révolutionnaires, notamment les frères musulmans en Égypte, ce qui a permis à ces derniers-là d'ailleurs de conquérir le pouvoir et de l'exercer pendant pratiquement 2 années avant le coup d'État du général Al-Sisi qui va les faire partir. Donc, toutes ces rivalités-là réunies aujourd'hui font le ferment de la crise qui oppose le Qatar à l'Arabie Saoudite et plus globalement à tous ses voisins qui l'ont mis au banc de la communauté internationale. Mais dites-nous que contenait l'ultimatum donné au Qatar par ses voisins. Alors, l'ultimatum donné au Qatar par ses voisins, parce qu'effectivement, à l'issue de cette rivalité, les pays du Golfe ont décidé de lancer un ultimatum au Qatar afin de lui permettre quelque peu de revenir dans la communauté. Mais cet ultimatum, comme le disait le ministre des Affaires étrangères du Qatar lui-même, était de nature à rayer le Qatar de la carte du monde en tant que pays souverain. Pour pouvoir vous dire de ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit, j'ai été jusqu'à être obligé d'imprimer le contenu. Et il s'agit notamment pour le Qatar d'arrêter tout contact avec ce que les pays concernés appellent des organisations terroristes. Il s'agit des frères musulmans, de l'organisation État islamique, ça on peut comprendre. Il s'agit également du Hezbollah, mais le Hamas palestinien n'a pas été cité. Il s'agit également d'arrêter tout contact avec les partis d'opposition dans tous les pays cités. C'est-à-dire que s'il y a un parti d'opposition en Égypte, le Qatar n'a pas le droit d'avoir de contact avec les membres de ce parti d'opposition. Même chose pour l'Arabie Saoudite, etc. Il s'agit également pour le Qatar, ce qui est exigé dans cet ultimatum, de livrer les uns après les autres les personnes qui sont en exil sur son territoire et qui proviennent de ces États-là, ce qui reviendrait pour le Qatar à ne pas accorder le droit d'asile à ces gens-là. Et puis, au-delà même, on lui demande de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran, de fermer la chaîne de télévision Al Jazeera, payer des réparations financières à ses voisins et se soumettre au mécanisme de contrôle pendant 10 années de la mise en œuvre de tout ce qui a été écrit dans cet ultimatum. Et
autorités qataries ne pouvaient raisonnablement pas, en tant que pays souverain, en tant que pays indépendant, accepter de mettre en œuvre toutes ces exigences sans se renier en tant qu'État. Et comment expliquer que ce Qatar, ce petit Qatar, ait pu tenir très bon jusque-là face aux menaces de ses voisins? Oui, d'abord la première chose dont je parlais déjà, le Qatar est un pays riche. Le Qatar est un pays extrêmement riche et dispose de réserves importantes. J'en ai parlé quand nous avons évoqué le sujet pour la première fois. Une petite anecdote déjà pour montrer à quel point les Qataris ont la capacité de résister, ne serait-ce que financièrement face à toutes ces menaces. Pour la fête du Ramadan, pour la fête de l'Aïd qui arrive, un prince qatari a affrété un avion pour importer les moutons, parce que généralement les moutons étaient achetés en Arabie Saoudite ou bien étaient transférés en Arabie Saoudite, passaient par l'Arabie Saoudite pour arriver au Qatar, mais maintenant l'Arabie Saoudite a interdit, a fermé ses frontières avec le Qatar, ce qui a amené simplement ces princes qataris à affréter des avions pour transporter des moutons. Vous imaginez quand le niveau auquel ces gens-là se mettaient. Puis il y a également les relations économiques que le Qatar entretient avec d'autres pays riches, d'autres pays puissants de la région. On parlera de l'Iran, bien sûr, je l'ai déjà évoqué, l'Iran qui apporte un soutien indéfectible au Qatar, mais on parlera également de la Turquie qui a quelques dents contre l'Arabie Saoudite, mais qui a également des intérêts importants au Qatar. On parlera donc de ces pays-là. Et puis on aura l'intelligence de constater que les États-Unis d'Amérique qui ont poussé pratiquement l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe à mettre le Qatar au banc, eux ont modifié leur attitude dans l'intervalle, sont devenus non pas des acteurs, mais médiateurs dans la crise. On a vu Rex Tillerson, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle de pied de nez du Qatar à l'Arabie Saoudite et à ses voisins. On a vu Rex Tillerson aller au Qatar pour négocier la signature d'un accord de lutte contre le financement du terrorisme. On a vu également que le Qatar a des investissements dans de nombreux pays à travers le monde, que ce soit en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique latine, que ce soit en Australie, que ce soit en Europe. Vous savez très bien que le Qatar est propriétaire du Paris Saint-Germain, entre autres, et de très grandes entreprises partout dans le monde. Donc ce n'est pas l'argent qui manque au Qatar. Et en plus, le Qatar est tellement important que d'un point de vue stratégique, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, il serait inenvisageable pour certains États, comme notamment les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, militaire en tout cas, de rompre leurs relations avec ce pays-là. Tenez-vous bien, les États-Unis d'Amérique possèdent leur principale base militaire dans la région au Qatar. Leur base ne se trouve pas en Arabie Saoudite, mais plutôt au Qatar. Et c'est de cette base-là qu'ils opèrent en Syrie, qu'ils opèrent donc en Irak à l'heure actuelle, et il leur serait extrêmement difficile s'ils étaient amenés à fermer cette base-là, de continuer à mener la guerre contre le terrorisme, contre Daesh, dans une période où Daesh est en train de s'affaiblir. Ce serait une très mauvaise idée que de rompre les relations diplomatiques et politiques et militaires avec le Qatar. Donc voilà autant de raisons qui font du Qatar, malgré sa petitesse, malgré la pression que tous ces États-là ont exercée, celui aujourd'hui qui se font du Qatar le grand vainqueur, presque, en tout cas, ce n'est pas encore fini, mais le grand vainqueur pour le moment du bras de fer qui l'oppose à ses voisins arabes. Et vous l'avez dit, la crise a commencé suite au lendemain de la visite du président américain Donald Trump en Arabie Saoudite, signe de la mauvaise stratégie américaine. Oui, je dirais que, encore une fois, Donald Trump va étaler ses lacunes en matière de diplomatie. Il est allé dans un pays, il a appelé les autres à lui mettre une pression extrême dessus, ce que les autres ont fait en pensant certainement que les États-Unis d'Amérique vont aller dans ce sens. Mais rapidement, vous l'avez vu, comme je l'ai dit, Rex Tillerson, l'ensemble de la diplomatie américaine a compris qu'il était ce serait vraiment de mauvaise loi de rompre les relations diplomatiques avec le Qatar aujourd'hui. Et donc, plutôt que de continuer à mener la politique de l'Arabie Saoudite, ils sont allés vers le Qatar. Aujourd'hui, le Qatar est le seul pays ayant signé un accord de ce genre-là
contre le financement du terrorisme avec les États-Unis d'Amérique, à tel point que le ministre des Affaires étrangères du Qatar, très heureux très heureux de la signature de cet accord avec Rex Tillerson, a envoyé un message très clair à l'Arabie Saoudite et à ses voisins. Lui, il a pris l'engagement officiellement de lutter contre le terrorisme et contre le financement du terrorisme, à leur tour de faire la même chose, parce que l'on estime, et à tort ou à raison en tout cas, que les Arabes, les Saoudiens, entre autres, avec d'autres pays, sont loin d'être de bons exemples dans la lutte contre le terrorisme international. Et pourtant, c'est eux qui accusent le Qatar de financer les activités terroristes. Ce n'est pas forcément sans raison. Ce n'est pas forcément sans raison. Le Qatar a certainement des choses à se reprocher en la matière. Mais aujourd'hui, quand on prend sur le papier, le Qatar a un accord exigeant vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme, mais les États-Unis d'Amérique et l'Arabie Saoudite n'ont pas encore ce type d'accord. Et voilà le pied de nez dont nous parlions quand on a entamé cette émission. Merci à vous, James William Ogbagidi. C'était donc les clés du monde. Vous abordiez le thème crise du Golfe, le pied de nez du Qatar à ses voisins.